Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Jeanne Actu. Lucas, voilà, très heureux de vous retrouver pour cette 15e semaine de NFL. Tout le monde était sur le pont cette semaine, toutes les équipes, ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, mais cette fois-ci c'est vrai, vraiment vrai, comme on dit. C'est le sprint final qui est lancé désormais. Hier, Raphaël et Victor vous ont parlé des déboires des Chiefs et des Packers notamment. Ils vous ont parlé de la belle victoire des Rams. Si vous voulez réécouter ces trois matchs-là, vous pouvez vous diriger vers le podcast d'hier. Aujourd'hui, on va aborder les 12 autres rencontres de cette 15e semaine de NFL. 24 équipes à traiter. Pour cela, je suis de nouveau avec Raphaël Masmejean. Comment ça va, Raph? Salut Lucas, bah écoute, ça va très très bien. Et toi? Ça va, écoute, on était un peu dans le jus quand on a commencé l'enregistrement, on s'est même pas demandé comment ça allait, donc on le fait là vraiment en direct, hein. Écoute, ça va bien, ça va bien. La 15e semaine de NFL, je l'ai dit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matchs, tous les matchs étaient quasiment dimanche, ça va un petit peu changer. Là, on va aborder la semaine de Noël, ça va être un petit peu éclaté, il y a des matchs le samedi aussi, vous allez voir, on vous dira tout ça, mais on était sur une semaine, on va dire, classique avec les 16 équipes, je l'ai dit, on va parler, Raph, de la bataille dans l'AFC Nord, on va parler d'une AFC Sud qui est un petit peu chamboulée aussi par rapport au début de saison. Mais je te propose qu'on commence cet épisode 947 du podcast Jean Actu par le suspense qui est relancé dans l'AFC Est parce que les Bills sont toujours en vie dans cette division. Ils étaient en déplacement à New England et New England, les Patriots pouvaient sceller quasiment le sort de l'AFC Est, hein. Mais finalement, c'est Buffalo qui s'est imposé 35-31 dans un grand match qui sentait quand même bon les playoffs. Les Patriots avaient pris le meilleur départ, ils menaient 21-0, mais les 30 dernières minutes, la deuxième période a été fatale à New England. 4 touchdowns encaissés, seulement un marqué. Josh Allen et les Bills se sont réveillés en deuxième période. Ils se sont vengés aussi du match aller où ils avaient perdu, on le rappelle, on s'en rappelle à Buffalo. Ils se sont vengés de cette défaite. Ils sont désormais à un partout face aux Patriots. Les Bills ne sont plus qu'à une victoire de ces Patriots. Elle était cruciale, ce succès. Il était crucial ce succès d'aller gagner à New England parce que, on l'a dit, ça aurait pu sceller le sort à minima de la FC Est déjà. Oui, oui, c'était crucial pour avoir toujours cette chance, mine de rien, d'aller gagner la FC Est. Et pourquoi pas, bon, là, la première place avec ce que Denver a fait, on y croit de moins en moins, j'ai envie de dire. Mais potentiellement, tu peux quand même rester en course même pour cette première place. Techniquement, rien n'est de la FC, rien n'est encore joué. Donc c'est vrai que c'était une victoire importante pour Buffalo. Je pense que c'était aussi, au-delà même de la victoire pour garder un espoir dans la division, c'était sans aucun doute la volonté des Bills de marquer de faire un petit match un peu statement, comme on dit, pour montrer aux Patriots, on est encore là, et probablement au reste de la l'AFC dire attention, maintenant que Patrick Mahomes n'est plus là, c'est peut-être nous quand même et Josh Allen les potentiels patrons de la l'AFC et les favoris. Donc ne calmez-vous, on est là et ils ont réussi à le faire, même si on va y revenir. Ça était peut-être plus compliqué que eux ne l'espéraient. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'il gagne ce match-là, il se replace, et puis en plus il voit malheureusement, hein, bien entendu, vous en avez parlé hier, la blessure de Patrick Mahomes, même si les Chiefs étaient assez loin, ils se disent bon ça y est, peut-être qu'on va vaincre le signe indien, on va pas l'affronter, ça c'est sûr en playoff, donc peut-être qu'on va finir par aller au bout. C'est vrai que c'est assez, ça fait sourire en tout cas, même si une blessure est jamais agréable, ça c'est sûr. Tu l'as dit, ça n'a pas été facile dans ce match-là. Il y avait un petit peu de match en 1, un petit peu parce que les Patriots ont quand même globalement dominé, largement dominé la première période. 21-0, je l'ai dit, il y avait 24-7 à la mi-temps. Et puis c'est les Bills qui ont inversé la vapeur en deuxième période. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Patriots déjà dans ce match qui semblait maîtrisé quand même? Craquage défensif et offensif progressivement en cours de match. L'attaque n'a plus vraiment avancé en deuxième mi-temps. Il y a cet éclair ce jeu éclair de Trevor Anderson qui redonne à un moment l'avantage à New England. Et d'ailleurs, on se dit, ah bah tiens, ils arrivent à se relancer, c'est positif tout ça. Et derrière, c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose. Et ils ont fini par craquer défensivement sous les innombrables coups de butoir des Bills, de Josh Allen, mais aussi de James Cook. Je trouve on avait ciblé un peu la défense contre la course des Patriots comme un des points faibles de cette équipe. On en avait parlé de mémoire la semaine dernière déjà. Je crois que tu avais dit que ça t'inquiétait depuis notamment la blessure de Milton Williams. Et je trouve qu'à quelque part, là-dessus, Buffalo dans sa tentative de remonter, a aussi su s'imposer au sol. Et je pense notamment à ce premier drive après la mi-temps, où c'est quasiment que James Cook et Josh Allen au sol qui vont chercher un touchdown pour se relancer dans le match. Donc ouais, j'ai l'impression qu'en perdant la bataille contre le sol, les Patriots, en deuxième mi-temps, ont fini par relancer les Bills. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que
James Cook qui fait 22 courses, 107 yards, 2 touchdowns au sol, il a un touchdown dans les airs aussi. Et c'est vrai que cette défense contre la course des Patriots, ça a longtemps été cette saison une vraie force, quasiment la meilleure défense contre la course. Pendant longtemps, on l'a dit, il n'avait pas autorisé un coureur à dépasser les 50 yards, même pas 100 yards, hein, c'est 50 yards. Et puis il y a eu cette blessure pardon, de Milton Williams, tu l'as dit, qui est sur la liste des blessés, qui ne pourra pas revenir avant la semaine 17, je crois. Et c'est vrai qu'on enlève cette recrue là, on le rappelle, il a été recruté à l'intersaison. Et cette défense contre la course, elle devient un peu plus, on va dire, poreuse. Et on le voit, ça fait plusieurs semaines désormais qu'il y a des. Alors la semaine dernière, ils étaient en repos, mais depuis qu'il est absent, il y a des running backs qui dépassent même plus les 50 yards, mais les 100 yards aussi. Et je suis assez d'accord avec toi. Et on l'a dit pour les Bills. Pour le coup, quand ils ont le jeu au sol qui marche et un James Cook qui marche, on le sait, Josh Allen va faire du Josh Allen. Mais quand ils ont un jeu au sol qui fonctionne, eh ben, c'est vrai que ça leur permet d'avancer et de marquer des points. Ils marquent 35 points. Après ce match-là, j'ai envie de dire. Est-ce que les deux équipes sortent rassurées? Est-ce que les deux équipes sortent inquiètes? Parce que, je l'ai dit, en fait, c'est un petit peu voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Parce que les Bills, ils enchaînent un troisième succès consécutif, le deuxième globalement assez convaincant après la victoire la semaine passée. Les Patriots, eux, c'est vrai qu'ils étaient devant, c'est vrai qu'ils sont eux en premier de la FCS, mais ils doivent encore prouver qu'ils appartiennent à ce monde-là, un petit peu. Et Hmm. ils l'ont fait, ils étaient à 21-0, alors ils craquent. Est-ce qu'on regarde le moment où ils sont à 21-0 ou le moment où ils craquent? Comment tu vois? Est-ce que les deux équipes se rassurent? Est-ce que les deux équipes t'inquiètent? Un peu des deux pour les deux équipes? Comment tu analyses ce match? C'est vrai qu'il y a à boire et à manger pour les deux équipes au cours de ce match. Buffalo, tu as forcément ce côté rassurant d'être capable de renverser la tendance comme ça, la vapeur, et de se dire, bah, en fait, tant qu'on a Josh Allen, James Cook, ce jeu au sol qui arrive à marcher, on arrive, on peut rester dans les matchs, et puis la défense reprend, fait quelques gros jeux et ça tient. Mais peut-être, malgré tout, tu vois, en disant ça, je me demande, enfin, c'est que mon ressenti, hein, mais je me demande quand même si le match, et malgré la défaite, il n'est pas presque plus rassurant d'une certaine manière pour les Patriots, dans le sens où beaucoup questionnaient New England par rapport à son calendrier un peu facile. C'est un argument qui a été redonné plusieurs fois pour expliquer pourquoi ils avaient autant de victoires, blabla. Et là, tu rencontres le favori potentiellement de l'AFC, en tout cas un des favoris de l'AFC. Et tu fais quand même globalement jeu égal. Tu fais jeu égal, même pendant une mi-temps, tu les domines totalement. En milieu de troisième quart-temps, alors que ça se passe mal, tu arrives à repasser devant. Alors à la fin, bien sûr, tu passes à côté, mais je trouve que pour New England, il y a quand même le sentiment que ils sont vraiment proches de ces Bills et que leur bilan est pas une illusion. Et je pense que peut-être New England avait plus besoin de ça que Buffalo, pour le coup. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que New England, ils avaient le bilan, mais c'est ce qu'on dit, hein. C'est vrai qu'on gagne en NFL peut-être face à des équipes un peu moins bonnes, mais ça donne de la confiance. Et après, quand on arrive avec de la confiance, avec un bilan de 11-2 face à une grosse équipe, bah, du coup, on joue à leur niveau. Alors, les Patriots ont perdu ce match-là, mais la confiance est très importante. Et les Bills, d'ailleurs, ça fait 2 semaines, alors on l'a dit, la semaine dernière, c'était plutôt convaincant offensivement, ça fait 2 semaines qu'ils prennent beaucoup de points quand même. Mm. 34 la semaine dernière face aux Bengals, 31 face aux Patriots, ça sera à surveiller, même si on a eu un Josh Allen en mode MVP, c'est sûr. Mais pour terminer sur ce match-là, qui est le chassé, qui est le chasseur dans cette AFC? Parce que quand on regarde le bilan, forcément, c'est New England qui est le chassé et c'est les Bills qui sont chasseurs. Ils arrivent de derrière. Mais qui est l'équipe à abattre? Parce qu'on le rappelle, les Patriots n'ont plus gagné la division depuis 2019. Ce sont les Bills qui sont propriétaires de cette division, si on peut l'appeler ainsi. Et c'est vrai que là, dans le bilan, c'est un peu inversé. Qui pour toi est l'équipe à abattre? Les Patriots par les Bills ou les Bills par les Patriots? Je crois quand même que l'équipe à abattre, ça reste les Bills. Ça reste les Bills parce que c'est peut-être celle qui a le plus de certitude. Alors quand je dis certitude, ça veut pas dire de points forts ou quoi que ce soit, mais c'est celle qui a le plus d'expérience, qui se connaît le mieux, qui a un coaching staff en place depuis longtemps, qui a des joueurs, des cadres qui sont là depuis longtemps et qui a connu les joutes de playoff et qui est pas passé loin une fois ou deux d'aller loin, d'aller très loin. Donc je pense qu'ils ont plus de certitude et que ça les met malgré tout en favori de cette division, même si là comptablement ils le sont pas et qu'il n'y a pas tant de chances que ça qu'ils la remportent, mais ils restent à mon sens favoris. Et les Patriots sont dans la position du chasseur qui a presque fini d'abattre sa proie, mais qui doit mettre le dernier coup de semence.
Et on le sait, c'est peut-être le plus compliqué. Il va falloir remporter cette division. En effet, on a eu en tout cas deux beaux matchs entre les Bills et les Patriots. On s'en rappelle le premier à Buffalo avec Stephen Diggs qui avait explosé. C'était dans la neige, ça a été très sympa. Là, c'était plutôt un très beau match. Pourrait y avoir un troisième match hein, parce que les deux Mhm. équipes se dirigent quand même vers une qualification en playoff. Et on le sait, il peut y avoir des duels de division si l'une remporte la division et l'autre passe en wildcard. D'ailleurs, je crois que la dernière fois que les Patriots étaient en playoff, ils avaient perdu face aux Bills. Alors le match était pas sympa, hein. C'était avec Cam Newton à l'époque, je crois. Mais il s'était fait éclater. Mais bon, ça peut arriver et on ne se rend pas compte parce que ça fait des beaux matchs. En tout cas, les Patriots, eux, se déplacent à Baltimore la semaine prochaine pour affronter les Ravens. C'est le Sunday Night Football. Là encore, ça va être important pour garder cette avance face aux Bills. Eux, les Bills iront à une autre équipe de la FC Nord. Ce sera les Browns à Cleveland. Il faudra peut-être qu'ils prendront un peu moins de points là sur ce match-là, on verra. Mais ça va être important pour eux aussi de garder le rythme. Et justement, l'AFC Nord, pardon, on va en parler parce que les Steelers, eux, gardent le rythme, ils gardent la tête de l'AFC Nord. Ils ont battu les Dolphins, hein, ils avaient battu les Ravens la semaine dernière, on en avait parlé. Ils ont désormais battu les Dolphins, ça fait deux victoires. Ils ont fait le travail, 28-15 face à Miami. Aaron Rodgers a été propre. Les Steelers se sont détachés dans le troisième quart-temps avec deux touchdowns lancés par le quadruple MVP. Un vers DK Metcalf, l'autre vers Marquez Valdez-Scantling, pardon. Les Dolphins se sont désormais officiellement éliminés des playoffs avec cette défaite compliquée pour eux. On avait quitté les Steelers, je l'ai dit la semaine dernière, avec une victoire convaincante. Là, ça fait la deuxième victoire convaincante en 2 semaines. Ça arrive presque au meilleur des moments pour Pittsburgh. Oui, oui, ça arrive au meilleur des moments dans cette dernière ligne droite où chaque victoire vraiment compte pour eux et ils sont au coude à coude avec Baltimore. Comme tu dis, c'est une deuxième victoire convaincante. Le score est même presque flatteur, sincèrement, à la fin, parce qu'il y a des touchdowns un peu tardifs des Dolphins. Et pendant une bonne partie du match, et notamment dans ce troisième quart-temps, on sent que Pittsburgh est au-dessus et prend la main sur le match assez facilement, j'ai trouvé. Donc c'est vrai que dans la manière, que ce soit en attaque et en défense, c'est convaincant. Et la bonne surprise, à mon sens, également pour Pittsburgh, c'est qu'ils ont en plus là des joueurs qui brillent, qui n'étaient pas forcément des joueurs de début de saison. Je pense à Valdez-Scantling et son touchdown. Je pense à Asante Samuel qui est arrivé il y a 2 semaines, le cornerback qui fait une interception, qui revient d'une longue opération chirurgicale, qui avait plus d'équipe, qui a réussi à convaincre les Steelers et qui leur rend bien. Kenneth Gainwell, qui est un peu une des surprises dans le jeu offensif, hein, qui marche très bien avec Aaron Rodgers pour le coup, et notamment en sortie de backfield. Donc ils arrivent à trouver quelques nouvelles solutions en cours de saison, presque voire fin de saison. C'est pas inintéressant et Rodgers a l'air bien. Ouais, Kenneth Gainwell qui finit avec 126 yards depuis la ligne de scrimmage, hein, avec 80 à la course, 46 dans les airs. Et je suis d'accord avec toi, il y a les bons ingrédients. Il y a une attaque qui est propre, elle est efficace, elle est relativement équilibrée aussi, hein. Il y a 201 yards dans les airs, 135 au sol. Il y a une défense qui redevient, en tout cas sur ce match-là, qui est très solide, qui n'a encaissé que deux touchdowns. Mais c'est vrai que tu l'as dit, c'était quand le match était plié, hein. Il y avait 28-3 au bout d'un moment, Mm. dans le quatrième quart-temps, le match était plié. Donc c'est vrai qu'il y a des bons ingrédients. Et puis tu l'as dit, il y a ce Aaron Rodgers là, qui n'est certes plus le Aaron Rodgers de 2015, on va pas se mentir, mais qui peut vraiment aider Pittsburgh quand il joue comme ça. Il est à 85% de passes complétées sur ce match-là. C'est lui qui met un peu d'huile dans les rouages de cette attaque qui n'a pas forcément des énormes stars. Il y a Mm. MVS, hein, que je vais appeler comme ça pour pas écorcher son nom comme tout à l'heure, mais il y a DK Metcalf qui réceptionne un touchdown, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'énormes noms, mais avec un Rodgers comme ça, propre, efficace, qui distribue, qui fait pas d'erreur, une bonne défense, les ingrédients sont là en tout cas. Oui, oui, les ingrédients sont là. En tout cas, il y a suffisamment de bases intéressantes pour cibler les playoffs et y aller. Et de toute manière, c'était vraiment l'objectif de ces Steelers et c'est quelque chose qu'on pouvait envisager, une qualif en playoff, donc qui sont dans le temps et dans le rythme. Tant qu'ils perdent pas de ballon, effectivement. Après, là, ils ont pas eu à vraiment. Disons qu'ils n'ont pas été au pied du mur dans ce match. Et la question, peut-être qu'ils le seront jamais. On verra, c'est du football fiction. Mais c'est vrai que par contre, on a un peu plus de mal à imaginer cette attaque si elle est un peu au pied du mur, à se mettre à jouer up tempo, à aller chercher des passes en profondeur pour déstabiliser une défense. On a un peu plus de mal à imaginer ça, par contre.
C'est vrai qu'il vaut mieux qu'ils prennent le score et même s'ils étaient menés Hmm. 3-0 dans ce match-là, il me semble, vaut mieux qu'ils Ouais. soient en contrôle pour pouvoir voilà, avoir cette attaque équilibrée, avoir un Aaron Rodgers qui n'a pas forcément à forcer, ça c'est vrai. Et tu l'as dit, ils n'ont pas eu à forcer parce qu'en face, il y a eu des Dolphins qui sont tombés peut-être contre meilleurs qu'eux. Ils étaient sur 4 victoires consécutives. On commençait à se demander pourquoi pas espérer les playoffs. Ils étaient encore en négatif, mais ou en tout cas, ils étaient pas très loin de revenir à l'équilibre. Et c'est vrai que là, ils sont tombés contre meilleurs qu'eux. Ils sont éliminés des playoffs. C'est retour un peu dans leur travers, malheureusement. L'attaque n'a pas réussi à avancer. La défense a tenu, mais a fini par craquer. Oui, ils sont, comme tu dis, ils sont retombés dans leur travers. La défense, je les ai trouvés assez naïfs sur les plaquages, beaucoup de plaquages manqués. J'ai notamment en tête ce touchdown de Dickie Metcalf. Alors bien sûr, Dickie Metcalf, c'est pas le joueur le plus simple à plaquer, on est tous d'accord, mais il y a quand même 4 joueurs des Dolphins qui passent à côté. Il y a un touchdown à la course de Jonnu Smith aussi sur un end-off où il n'y a aucun des safety des Dolphins capable d'aller l'attraper. Bon, ça reste un peu étonnant. Donc défensivement, ça a un peu régressé après les belles dernières semaines. Et l'attaque, le souci, c'est qu'une fois, et malheureusement, c'est qu'une fois qu'ils sont derrière au score et largement menés, ils peuvent plus vraiment courir et se reposer sur Devon Achane. Et actuellement, de par son niveau de jeu, Tagovailoa est pas capable de mener une attaque rapide avec du jeu en profondeur. Faut lui reconnaître qu'il a pas beaucoup de cibles. C'est vrai qu'en dehors de Jalen Waddle et d'un Darren Waller qui revient un peu entre les morts, c'est quand même pas extrêmement développé. Donc, ouais, c'est compliqué et ils perdent contre plus fort qu'eux finalement. Ouais, tu as Tagovailoa, tu l'as dit qu'il n'est pas capable d'aller chercher un match, surtout quand il fait froid, et statistique qui ne sert à rien parce que je vais vous le dire, tu as Tagovailoa, il est à 0 victoire, 13 défaites pardon, quand il fait moins de 5 degrés. Voilà, je vous le dis, 5 degrés Celsius, 40 degrés Fahrenheit. Je te vois hocher de la tête, mais bon, en playoff, dans cette AFC, on va souvent dans les endroits où il fait froid, Buffalo, Ah non, non, Edmonton. mais c'est un vrai problème. Mais même, je trouve, globalement en NFL, t'as quand même une bonne partie des équipes NFL qui jouent dans des endroits pas particulièrement accueillants au moment des playoffs et de fin de saison. Donc, c'est quand même un peu emmerdant, ouais. Ben, c'est vrai que quand on pense à l'AFC et quand on imagine des Dolphins Encore aller à plus, ouais. l'extérieur, quand on va à Kansas City, on sait il fait très froid. Quand on va à Baltimore, à Pittsburgh, à New England, il y a souvent de la neige. Buffalo, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes. Il faut rester à domicile. Voilà, il faut jouer à domicile. Le Super Bowl est souvent dans un endroit où il fait pas trop froid normalement, ou alors du moins quand c'est couvert. Donc voilà, c'est le plan pour les Dolphins. Quoi qu'il arrive, ils iront pas en playoff. Sur ce match-là, ils affronteront les Bengals. On en parlera tout à l'heure, mais la semaine prochaine qui eux aussi ont été éliminés de la course au playoff. Les Steelers, eux, iront à Détroit face aux Lions. Là, ça va être un gros match important pour les deux équipes et ça va être très, très intéressant. Justement parce que les Steelers, ils doivent garder le rythme, parce que derrière, il y a des Ravens qui leur collent au basque. On a retrouvé presque les Ravens que l'on connaît, une grosse défense qui n'a encaissé aucun point face aux Bengals, un jeu au sol performant qui a gagné 180 yards, 189 yards même à la course. Résultat, Baltimore s'est imposé 24-0 dans un duel de division face à Cincinnati, revient à l'équilibre, 7 victoires, 7 défaites, et il reste à un match des Steelers. Raph, il y a eu deux pertes de balles forcées, dont un pick six. On a eu un Derrick Henry qui est à 100 yards pile. C'est le sixième match à au moins 100 yards cette saison. Lamar Jackson qui n'a pas besoin d'en faire trop. Est-ce qu'on a retrouvé des Ravens de l'an dernier, par exemple? On s'en rapproche en tout cas. Je trouve effectivement on retrouve de la solidité défensive et là-dessus les retours de blessures de Tavius Robinson et Darius Washington au poste de safety pour Washington font quand même pas mal de bien à cette défense, j'ai trouvé. Le jeu au sol a été bon, tu l'as dit, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison. On avait eu quand même une période de creux vraiment pour Derrick Henry, je dirais notamment le mois d'octobre. Donc il retrouve les éléments. La petite différence, j'ai envie de dire encore avec l'an dernier, c'est qu'on a un Lamar Jackson qui est pas totalement au niveau de l'an dernier, où l'an dernier vraiment il survolait dans le jeu aérien notamment. Là il y a eu des belles passes, une belle connexion avec Zay Flowers et tout, mais on n'est pas encore au niveau de l'an dernier. Après l'avantage c'est qu'il commence à revenir pas trop mal à ce moment-là de la saison, ce qui est pas négatif et on connaît l'importance des dynamiques en NFL. Vaut mieux être dans cette dynamique-là que celle dans laquelle les Chiefs étaient par exemple depuis plusieurs semaines avec des défaites compliquées. Donc c'est positif et malgré tout, ça reste quand même une sacrée performance défensive de maintenir les Bengals à 0 points.
Oui, c'est vrai qu'il y a une belle performance défensive, il y a une belle interception de Calvin Noy, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas parce qu'il a la présence d'esprit de donner ce ballon à Gilman qui court à côté de lui, ça donne le pick six hein, de 95 yards. John Harbaugh, lui, a dit que c'était pour lui le match le plus complet de la saison, hein, donc il est plutôt d'accord avec toi. Et ça arrive quasiment au meilleur des moments. L'attaque n'a passé que 20 minutes sur le terrain et pourtant elle marque 24 points. Alors on enlève le pick six, ça fait 17, mais c'est vrai que c'est plutôt bon signe, tu l'as dit, ça arrive au bon moment, après, alors qu'il y a eu cette défaite la semaine dernière face aux Steelers, on l'a dit. Côté Bengals, ils avaient gagné hein, face aux Ravens lors du match de Thanksgiving, on se rappelle 32 à 14. Cette fois-ci, ils ont été surclassés. Oui, ils ont été surclassés. Et pour une fois cette saison, peut-être on peut le dire, c'est une défaite de l'attaque. C'est l'attaque qui coûte quand même le match. On a 5 fois les Bengals vont dans les 40 yards des Ravens. Donc vont dans le camp des Ravens et 5 fois ils repartent avec 0 points. Donc déjà qu'ils ont une défense qui est moyenne, si en plus l'attaque met 0 points, tu peux pas t'en sortir. Donc pour le coup, c'est la confirmation que les Bengals avaient quand même une saison peut-être un peu compliquée dans tous les sens. Et c'est vrai que l'attaque, après un bon retour de Joe Burrow, là, est retombée vraiment assez bas. Donc tout le monde avait l'air un peu énervé. J'ai vu que Jamar Chase était un peu frustré en conf d'après-match, tout ça. Burrow fait des remarques bizarres. Je sens que Zach Taylor a peut-être une place qui chauffe un peu là, a peut-être les fesses qui chauffent un peu. Ouais, Joe Burrow, il a été en difficulté quand il a été mis sous pression. Dans ce match-là, Ouais. quand il est sous pression à 4 sur 10, 59 yards, deux interceptions. C'est sa vie en même temps d'être Ouais, sous ouais. pression. Ouais, mais d'habitude, il gère un peu C'est mieux, vrai. on va dire. Alors, quand il va pas dans la tente bleue et qu'il n'est pas absent pour plusieurs semaines, malheureusement, ça, c'est pas forcément de sa faute. Mais d'habitude, il gère bien là, il a mal géré. Et c'est d'ailleurs la première fois depuis que Joe Burrow a été drafté qu'il fait tout le match et que les Bengals ne marquent aucun point. C'était déjà arrivé, mais il était sorti en cours de match. Là, c'est la première fois et ça rejoint ce que tu dis, alors que la défense, ça n'a pas été catastrophique par rapport à ce Hmm. qui a pu arriver, notamment la semaine dernière. Elle n'encaisse que 17 points, entre guillemets, ce qui normalement doit permettre aux Bengals de s'imposer. Et c'est vrai que Zach Taylor, ça peut sentir très mauvais pour lui. Jamar Chase, pour le coup, lui, il fait son match, hein, donc je ne sais pas trop pourquoi il est énervé. Il y a 10 réceptions, 132 yards, frustré peut-être de la défaite. Ouais, frustré des défaites et de tout ça, tu sens qu'il en a un peu ras-le-bol. Ouais. Je comprends, et c'est vrai que les Bengals, ils sont pour l'instant à 4 victoires seulement pour 10 défaites. Je l'ai dit, ils iront à Miami la semaine prochaine pour affronter les Dolphins, essayer de bien finir peut-être la saison. Les Ravens, eux, donc recevront les Patriots pardon, lors du Sunday Night Football. On passe à la roast de la semaine. Elle nous vient de Chicago, du moins l'une des roasts de la semaine, parce que vous allez voir, il y en a quelques-unes. Les Bears se sont largement imposés 31-3 face aux Browns. Chicago a inscrit 2 touchdowns dans le premier quart-temps, 2 touchdowns dans le troisième quart-temps. Ils ont profité d'un bon Caleb Williams, d'un excellent DeAndre Swift. Et puis en face, la défense a fini par craquer. Mais encore une fois, c'est surtout l'attaque qui a abandonné les Browns, à l'image d'un Shader Sanders qui a été intercepté à 3 reprises. Rentrons d'ailleurs dans le vif du sujet. On sait que cette défense des Bears, elle est très opportuniste. C'est l'équipe qui provoque le plus de pertes de balles. Il y avait 27 avant le début de ce match. Il y en a 30 désormais. Est-ce que pour toi, c'est la défense qui a complètement fait dérailler les Browns ou est-ce que c'est Cleveland qui n'était pas au niveau? Bah, un peu des deux, un peu des deux. Assurément, cette défense de Chicago, elle a une vraie capacité à déstabiliser les quarterbacks adverses et à en profiter. Alors, je pense que là, la tâche est un peu facilitée parce qu'en fait, c'est un quarterback rookie qui a peut-être tendance à vouloir des fois trop faire le héros ou trop tenter de gagner sa place pour l'an prochain, mine de rien, parce que personne ne l'a assuré de rien chez Sanders. Donc Chicago a sans doute profité aussi un peu de ça, de sa naïveté et de ses passes un peu loufoques par moment. Mais c'est vrai que Chicago sait se mettre en position de faire ses interceptions. Chicago sait faire ça. Et ils le font très bien, on l'a vu depuis le début de la saison. Donc c'est une défense en plus, du coup, ça file des balles, des munitions à son attaque qui a marqué à chaque fois des points après ses turnovers. Donc je dirais que c'est un peu des deux pour répondre à ta question. C'est une défense qui sait être opportuniste et tu profites d'un quarterback un peu faible en face. Ouais. Pour le coup, de l'autre côté, il y a un quarterback qui n'est pas rookie, c'est sa deuxième année, mais on a l'impression qu'il il progresse de plus en plus. Il a même des coups de génie, hein. Il y a ce touchdown vers DJ Moore qui est Ouais. incroyable, hein. Il doit quasiment jamais lancer ce ballon et il finit par le lancer. Il est très bon sur les play action. C'est aussi parce que le jeu au sol marche, mais sur les play action dans ce match-là, il est à 10 sur 13, 141 yards, 2 touchdowns, et il a une évaluation de 151, qui est une très bonne évaluation, hein, pour ceux qui ne l'ont pas forcément en tête. Est-ce qu'on valide désormais que cette attaque, elle fonctionne
quasiment à plein régime. On avait toujours eu un peu des doutes parce qu'il y avait l'an Mm. dernier, parce que Ben Johnson arrivait et c'était un peu inconstant. Là, on a l'impression que ça y est, ça va être une certitude quasiment chaque semaine, cette attaque. Oui, je te rejoins. Globalement, elle arrive à marquer des points et à faire des bons drives sur chaque match. T'as toujours des bonnes séquences offensives tout au long des matchs du côté de Chicago depuis plusieurs semaines maintenant. Tu l'as dit, Caleb Williams, j'ai trouvé que c'était un vraiment très bon match de sa part. Pour le coup, je trouve même que le rendu est meilleur que la fiche de stats, avec des passes vraiment compliquées, assurées, des passes en mouvement, une bonne lecture de jeu dans la poche. Il a plutôt bien maîtrisé, entre guillemets, le pass rush de Cleveland, qui est pourtant pas évident à jouer, hein. On le sait, il y a Miles Garrett, etc. Et je trouve que il a bien limité la casse là-dessus. Donc il a énormément progressé à mon sens. En plus, il manque encore un ou deux joueurs. Je pense à Rome Odunze au poste de receveur qui était blessé, qui va peut-être revenir dès la semaine prochaine ou pas, on verra. Non, non, c'est une très bonne attaque, défense opportuniste. Et après la défaite contre Green Bay, tout de suite, ils se relancent en gagnant contre une équipe plus faible, comme pour montrer qu'ils sont sûrs de leur force. Enfin, c'est quand même c'est une belle prestation de Chicago, je trouve. Oui, et puis ils sont à 10 victoires, 4 défaites. Ils restent devant dans cette NFC Nord. Ils vont affronter les Packers la semaine prochaine. Ce sera Mm. samedi, hein, je l'ai dit, il y aura quelques matchs le samedi. Ils rejouent face aux Packers. Ils ont un match d'avance face à eux, plus ou moins. Un match, parce qu'il y a eu un match nul pour les Packers. Ils ont 2 matchs d'avance sur les Lions. Donc pour l'instant, ils sont en contrôle. Pour terminer sur ce match-là, il y a encore un 1,5 sac pour Miles Garrett, qui est pas très loin du record. Il est à 21,5. Il est plus qu'à 1 sac. Ça devrait pouvoir se faire, on l'espère peut-être parce que c'est un énorme joueur et il mériterait. Et puis tu parlais de Zach Taylor tout à l'heure, Kevin Stefanski, lui aussi, tu penses qu'il a chaud? Il vit ses derniers matchs à la tête des Browns? Ouais, j'ai l'impression qu'il vit ses derniers matchs parce que l'attaque, c'est quand même très très compliqué depuis le début de la saison. Il y a des échanges bizarres là. Je sais pas si tu as vu, mais ou pour les auditeurs qui n'ont pas vu, ils pourront aller regarder. Visiblement, ils n'ont pas filé le bon poignet avec les bons appels de jeu à Shedeur Sanders en début de match. Ils s'en sont rendus compte après le premier drive. Enfin, il y a des trucs un peu comme ça qui donnent le sentiment d'une équipe pas préparée en fait. Et je sais pas, il a peut-être pas envie de coacher Shedeur Sanders. Il en a peut-être marre de la situation au poste de quarterback à Cleveland. Je sais pas, mais je trouve que ça commence à ressembler à la fin de Stefanski. Ouais. Ouais, ça sent mauvais. En tout cas, ils recevront les Bills la semaine prochaine. On passe à un autre match à sens unique, hein. Je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs roustes entre guillemets cette semaine. Cette fois, on va à Jacksonville où les Jaguars n'ont fait qu'une bouchée des Jets 48-20. L'attaque des Floridiens s'est régalée avec 6 touchdowns, dont 5 lancés par Trevor Lawrence et un au sol par le quarterback qui a livré son meilleur match de la saison, peut-être de sa carrière. C'est une attaque qui a eu la partie tellement facile que les Jets ont décidé de licencier leur coordinateur défensif quasiment dans la foulée, hein. Steve Wilkes a été remercié. Il n'y avait pas beaucoup de niveau en face, certes, pour les Jaguars, mais ça montre que Jacksonville est aussi capable d'explosions offensives comme celle-ci. C'est toujours bon à prendre. Oui, c'est toujours bon à prendre. Tu l'as dit, c'est le meilleur match en carrière, je pense, de Trevor Lawrence. En tout cas, sur le rendu individuel, c'est quand même excellent. Il y a pas grand-chose à dire sur ce match pour Trevor Lawrence, tellement c'était globalement excellent quand même, j'ai trouvé comme prestation. C'est positif parce que ces dernières semaines, on avait peut-être l'impression que c'était parfois la défense, notamment avec les turnovers, qui faisait la différence pour Jacksonville. Là, on sent que c'est vraiment l'attaque qui a complètement laminé l'adversaire. On a un Travis Etienne aussi, je trouve, qui a pris même de l'ampleur dans le jeu de passe, ce qui n'était pas forcément quelque chose qu'on lui connaissait quand même sur ses premières saisons à Jacksonville. Liam Cohen, en tout cas, a quand même bien réveillé cette attaque de Jacksonville. On a vraiment passé un cap offensivement du côté des Jaguars. Donc, pareil, ils sont à 10 victoires. Enfin, globalement, c'est une équipe qui marche très bien. Alors, la question reste celle de son plafond, mais je trouve qu'il n'y a pas d'énormes points faibles criants et que c'est quand même, ça joue globalement bien, quoi. Et puis tu l'as dit, ils sont à 10 victoires, 4 défaites. Ils sont premiers de cette AFC Sud qui l'eût cru il y a quelques semaines, hein, quand les Colts étaient en feu, que les Texans marchaient pas forcément très bien, mais on se disait qu'ils allaient revenir. Et ils sont d'ailleurs en train de revenir, on va le voir. Mais ce sont bien les Jaguars qui sont en tête de cette division, qui maîtrisent leur destin, hein, parce que s'ils gagnent leurs 3 prochains matchs, ils seront sûrs de gagner cette division. Les 3 prochains matchs, ce sera face aux Broncos, aux Colts et aux Titans. Il y a quelque chose à faire, hein, pour les Jaguars pour Mhm. remporter à minima cette division et puis avoir un match
à domicile. À Jacksonville, normalement, il fait beau en janvier, en février. En tout cas, peut-être qu'il pleut beaucoup, mais il fait pas très froid. Il fait pas moins de 5 degrés normalement. Donc, il y a quelque chose à faire pour Jacksonville, comme tu l'as dit, qui arrive avec de la confiance en plus. Il y a quelque chose à faire, le calendrier est pas compliqué outre mesure. Il y a Denver, bien sûr, qui est l'ogre un peu de la FC pour le moment, mais qui des fois se met un peu au niveau de l'adversaire, on va dire, du côté de Denver. Donc pourquoi pas en profiter pour Jacksonville et derrière deux matchs plus faciles. Non, je te rejoins, ils ont vraiment les cartes en main et ça serait pas étonnant de les voir gagner cette AFC pour le coup. Enfin, cette AFC Sud et pourquoi pas même l'AFC d'ailleurs, hein, au point où on en est, pourquoi pas. Non, non, c'est assez surprenant. Franchement, moi, je l'avais pas vu venir ce parcours des Jags. Donc, je crois qu'il y a quand même un très bon coaching staff cette saison du côté de Jacksonville et on a l'air enfin d'avoir trouvé le coach qu'il fallait à Trevor Lawrence. Ouais, je suis curieux en tout cas de voir ce match face à Denver la semaine prochaine. Ouais. Ça sera à Denver parce que tu l'as dit, les Broncos font figure d'épouvantail dans cette AFC. Je suis curieux de voir, de Hmm. voir comment ils se mesurent par rapport au. Est-ce qu'ils sont très loin encore ou est-ce que même sans forcément s'imposer à l'extérieur, c'est pas évident, mais voir voilà, comment ils se mesurent, ça peut être potentiellement un match de playoff dans quelques semaines aussi. Donc c'est vrai que ça va être un match très intéressant et tu l'as dit, il y a des bonnes choses, notamment offensivement. On n'en a pas parlé, mais Jacoby Myers aussi qui a été récupéré en milieu de saison, qui fait 5 réceptions, 71 yards. Donc c'est vrai qu'il y a de très bonnes choses. Pour les Jets, on va y passer rapidement, mais ils étaient sur deux matchs où ça allait un petit peu mieux. Là, ils repartent un petit peu dans leur travers. Il n'y avait pas Taylor, c'est Brady Cook qui était là, il a lancé trois interceptions. C'est un match comme on a connu les Jets du tout début de saison. Oui, on est un peu retombé dedans. Comme tu dis, il y a le quarterback Cook qui était sur sa première vraie titularisation parce qu'il était rentré en cours de jeu la semaine dernière, mais là, c'était la première fois qu'il avait vraiment les commandes. Bon, c'est quarterback rookie, c'est compliqué face à une équipe qui est en pleine confiance. Ouais, ils sont juste pas au niveau. Ils sont juste pas au niveau pour pouvoir battre les Jaguars et voilà. Jacksonville qui s'est imposé et heureusement pour eux parce qu'ils doivent garder un rythme parce que derrière eux il y a peut-être l'une des équipes les plus en forme de l'AFC actuellement, les Texans qui viennent d'enchaîner une sixième victoire consécutive, la septième en 8 rencontres. Ils ont battu facilement les Cardinals 40-20, habitués à montrer une défense de fer. Houston a finalement fait parler sa puissance offensive sur ce match-là avec 400 yards gagnés, quasiment 40 points marqués et un succès qui leur a permis de ne jamais trembler hein, dans ce match-là. Raph, s'il commence à avoir cette attaque-là, Houston commence à devenir un candidat très sérieux au titre final, même j'ai envie de dire, est-ce que je vais un peu trop loin déjà? Non, je crois pas que tu vas trop loin. C'est une équipe qui est en progrès chaque saison depuis l'arrivée de Demeco Ryans. Cette année, il y a eu du retard à l'allumage, notamment à cause de l'attaque. Là, elle est en train de bien revenir. La ligne offensive, particulièrement, est de mieux en mieux depuis quelques semaines. On est encore loin d'une bonne ligne offensive, attention, hein, mais je veux dire, on est passé d'une ligne offensive catastrophique à une ligne offensive moyenne, ce qui est déjà énorme en fait en termes de différence pour laisser du temps à CJ Stroud pour développer du jeu aérien, pour trouver des receveurs en profondeur, ce qui manquait énormément en début de saison. Le jeu au sol aussi marche mieux là depuis que c'est les deux rookies Marks et là c'était même le premier match de Jawar Jordan. Donc non non je te rejoins, je trouve qu'il commence à arriver bien en forme et avec cette défense là, une attaque retrouvée, ouais ils peuvent aller embêter plus d'une équipe c'est sûr et certain. Ouais, sur ce match-là, ils marquent des points sur leurs 5 premiers drives. Ils sont impressionnants. Alors, le seul petit bémol, on a envie de dire, si on va chercher la petite bête, c'est leur attaque dans la zone rouge. Dans les 20 derniers yards, ils sont à 3 sur 6, mais ils n'avaient pas besoin beaucoup de beaucoup forcer. Ils sont qualifiés en playoff virtuellement. Si la saison s'arrêtait là, ils sont en wild card. Ils peuvent prétendre encore à cette division. On l'a dit, hein, ils sont sur les basques des Jaguars. Donc, ils vont jouer les Raiders, notamment la semaine prochaine. Donc, et puis, il y a cette défense-là qui marche bien. Peut-être seul aussi. Bémol en défense, ou en tout cas inquiétude, c'est le nombre de yards accordés à Trey McBride sur ce match-là. 12 réceptions pour le tight end, 134 yards, 2 touchdowns. Ils ont peut-être un peu de mal à défendre les tight ends. Et quand on voit leur calendrier à venir, ils vont jouer Brock Bowers, notamment avec les Raiders. Ils vont jouer Gadsden avec les Chargers, Tyler Warren en fin de saison avec les Colts. Est-ce que c'est suffisant pour être un peu inquiet? Ou là, Trey McBride, il prend des yards, mais le match était déjà plié. Alors, c'est vrai que là-dessus, peut-être Aziz Al-Shaair et Toto sont peut-être pas les meilleurs linebackers en couverture, ça, j'ai pas de mal à le dire.
Mais là où ça m'inquiète pas outre mesure, c'est que McBride fait quand même beaucoup de stats aussi quand le match est fini. Et surtout, McBride, cette année, est clairement le meilleur tight end de la ligue et d'assez loin, je trouve. Et là, tu as donné les prochains tight ends qu'ils vont rencontrer. Oui, qui sont très bons et ça Enfin, mais je pense pas que ça va empêcher Houston de gagner contre ces équipes. Et surtout, pour le coup, je trouve qu'une fois qu'ils sont qualifiés en playoff, il y a beaucoup moins d'équipes avec des bons tight ends en playoff côté AFC. Pour le coup, Denver, c'est pas au top. Les Bills, c'est pas au top au niveau des tight ends. Enfin, ils affrontent. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont pas affronter un Trey McBride toutes les semaines et ni à chaque tour de playoff. Donc si c'est ton seul point faible défensif, je pense qu'il est gérable en fait. En tout cas, c'est vrai qu'ils ont bien retourné leur dynamique de saison. Ouais. On le rappelle, ils avaient très mal démarré. Ils sont désormais à 9 victoires, 5 défaites. Ils ont validé une saison positive. Ils vont certainement aller en playoff s'ils ne s'écroulent pas sur les 3 derniers matchs. Et ils peuvent peut-être encore gagner cette division. Donc c'est vrai que ça va être très intéressant. De l'autre côté, les Cardinals, ils n'ont plus gagné depuis le 3 novembre. Mais Jacoby Brissett a quand même lancé 40 passes. Je surveillais cette statistique. Il l'a lancé la 40e en toute fin de match. Il est sur ses 40 passes lancées hebdomadaires. Donc tout va bien pour les Cardinals. Tout va bien pour les Cardinals. Jacoby Brissett lance 40 passes, Trey McBride brille, Michael Wilson aussi. Les managers fantasy sont ravis. C'est- Exactement, exactement. En revanche, le manager dans la vraie vie, Jonathan Gannon, il est ouais, certainement dans le même train que Zach Taylor et Kevin Stefanski, non? On l'a dit la semaine Oui, dernière. oui, oui, effectivement, on garde cette position. C'est vraiment des prestations globalement catastrophiques parce qu'ils sont largués très rapidement dans chaque match. Et tu sens qu'ils vont pas l'emporter. Et ça va faire un mois ou deux qu'ils n'ont pas eu un match vraiment serré pour le coup. Donc ça sent pas bon. Falcons la semaine prochaine à domicile pour les Cardinals. Les Texans recevront les Raiders, je l'ai dit. 1800 jours qu'il n'avait pas joué au football, 5 ans. Philippe Rivers, il était de retour à la tête Hmm. d'une attaque de NFL et ça faisait 1800 jours qu'il n'avait plus joué. Il était à la tête de l'attaque des Colts après la blessure de Daniel Jones et l'ancien Chargers, l'ancien Colts aussi, a bien failli jouer un mauvais tour aux Seahawks sur ce match-là. Mais c'est un match qui s'est joué sur une histoire de coup de pied globalement, même si Philippe Rivers était de retour. C'est un succès 18-16 de Seattle qui doit notamment à Jason Myers, son kicker, qui a réussi des field goals de 47, 52, 46, 32, 30 yards. Et puis il a marqué le field goal de la gagne à 56 yards à la dernière minute. Bon, avant de commencer de parler du score, déjà, comment tu as trouvé Philippe Rivers? J'ai forcément envie de parler de ça. Il met son kicker en position de gagner le match, hein, parce qu'il réussit le dernier drive, hein. Je l'ai dit, les Seahawks l'ont emporté avec un kick sur la dernière minute. Mais avant cela, les Colts s'étaient mis en position et il y a eu un kick de 60 yards qui avait permis aux Colts de repasser devant. Comment tu as trouvé Philippe Rivers? J'ai trouvé que c'était compliqué C'était quand même compliqué pour Philip Rivers. Alors, le play call a été très astucieux et intelligent, je trouve. On lui a demandé vraiment, globalement, de faire beaucoup de petites passes, de check down pour pas prendre trop de risques. Sur les passes de plus de 10 yards, il est quand même à 2 sur 8. On sent que c'était compliqué d'aller chercher de la profondeur et quand même, quand tu peux pas lancer à plus de 10 yards, ça te ferme quand même toute une partie de terrain et toute une partie du playbook qui me semble assez rédhibitoire en NFL. Après, ce qui est certain, et Sean Station l'a dit en conférence de presse, c'est ça reste un leader. Ça reste un leader. Visiblement, les mecs qui croyaient avec lui ont eu le sentiment que c'était faisable. C'est, je pense que c'est pas une bonne idée de le faire jouer, hein, quoi qu'il en soit. Mais bon, c'était pas catastrophique. Moi, je m'attendais à pire. Sincèrement, après 5 ans, je m'attendais à pire. Moi, je l'ai trouvé emprunté, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à pire, mais je l'ai trouvé emprunté. Tu parles de cette incapacité à lancer loin. Il y a un moment, si vous avez vu le match, où il trébuche, il tombe un petit peu. Bon, ça peut arriver à beaucoup de quarterbacks. Il met beaucoup de temps à se relever. C'est très compliqué. Il se relève, mais c'est très compliqué. Donc, voilà, c'est pas pour me moquer, mais c'est vrai que ça me fait poser une question. Alors oui, il était dans l'équipe, il a pris sa retraite, on le rappelle, en tant que Colts, mais il n'a plus joué depuis 5 ans. Et c'est vrai que je me pose la question d'aller chercher un joueur comme ça. Il n'y a pas d'autres Ouais. quarterbacks. Alors on peut plus trader, hein, mais il n'y a plus d'autres quarterbacks à aller chercher qui peut être OK sur quelques matchs. C'est vrai que c'est un peu particulier. Est-ce que tu penses qu'ils vont continuer avec lui? Est-ce que tu penses qu'il va progresser? On rappelle, les Colts, ils sont sur 4 défaites consécutives. Ils avaient mené cette AFC Sud pendant un long moment cette saison. Là, ils sont en train de tout faire vriller. C'est leur 5e défaite en 6 matchs. Comment tu vois la suite pour Indianapolis?
Je pense pas qu'il puisse vraiment progresser parce que les défauts de son jeu qu'on a vu ce dimanche, pour moi, c'est pas rattrapable. L'aspect physique et athlétique, il va pas le rattraper maintenant. Je pense pas qu'il Et peut la prendre un peu de capacité. rythme, reprendre un peu d'entraînement. Non, mais perdre un peu Ouais, de poids, on le sait que ça a été une discussion. Non, mais ça a été une discussion un petit peu ouais, mais attends, ça Ouais. va lui faire gagner quoi? Ça va lui faire gagner une demi-seconde dans la poche et encore une demi-seconde. Enfin, je sais pas. Moi, je suis très sceptique sur le changement que ça peut faire venir. Et pareil, la vélocité des lancers, la puissance, j'ai un peu de mal à croire que ça puisse. En tout cas, sur la profondeur, j'ai du mal à voir des changements. Moi, je suis quand même un peu étonné qu'ils aient pas continué finalement parce qu'il était apte à jouer avec leur rookie Riley Leonard. Je suis étonné qu'il lui ait pas redonné sa chance pour le coup. Et il y a Anthony Richardson qui va peut-être reprendre les entraînements cette semaine. Alors, est-ce que sur les derniers matchs, ça peut à nouveau changer la donne? J'en sais rien. Mais bah, écoute, Ça sera plus je sais funky, hein. C'est pas. sûr que lui, il peut lancer en profondeur. Lui, par contre, il Ça peut. serait plus funky. Oh, en vrai, est-ce que t'as pas intérêt à montrer Richardson deux matchs au cas où il y a une équipe un peu folle qui t'envoie un sixième tour ou un cinquième pour aller le récupérer? Tu vois, j'en sais rien, hein, pourquoi pas? Faut montrer ce que tu veux vendre un peu. Non, non, mais moi je vois pas trêve de plaisanterie. Je vois pas trop ce que ça va changer les prochaines semaines pour les Colts et leur seule chance de victoire, à mon sens, maintenant, c'est un match où Jonathan Taylor prend feu, quoi. Et la défense tient parce que pour le coup, elle a tenu et ça me permet de Ouais. passer aux Seahawks parce que les Seahawks, ils s'en sont sortis grâce à leur kicker. Je l'ai dit. Déjà la semaine dernière, la première période n'était pas ouf, hein, on l'avait dit. Là, c'est Hmm. quasiment le match entier. Je parle offensivement. Ils sont à 2 sur 13 sur troisième tentative. Semaine dernière, on l'a dit, on n'était pas forcément inquiet. On savait qu'ils allaient dérouler en deuxième période. Là, ils l'ont pas fait. La défense était un peu meilleure en phase 2. Est-ce qu'on commence à être inquiet ou toujours pas? Inquiet, non, peut-être pas. Je trouve que par séquence, on a un peu revu un Smith Jigba. On a un peu vu de la capacité à viser la profondeur. Donc, ça peut revenir. Je suis pas totalement inquiet. Après, c'est vrai que ça reste à surveiller, surtout, je trouve. Mais c'est peut-être pas encore la grande inquiétude. Sam Darnold qui finit à 22 sur 36, 271 yards, aucun touchdown, aucune interception. Et tu l'as dit, Smith Njigba qui finit lui avec 7 réceptions, 113 yards. Il y a une défense qui est toujours incroyable, ça c'est sûr. Et puis surtout, il y a un gros match jeudi, parce que dès jeudi, les Seahawks vont jouer face aux Rams. Et on parlait de divisions qui sont encore en train d'être jouées. Pour le coup, cette NFC West, avec des Seahawks qui sont à 11-3, des Rams, vous en avez parlé hier, qui marchent très bien et qui ont battu les Lions. Ça va être un gros match. C'est peut-être le match qui Mhm. va, qui va décider de la division. Il restera deux autres rencontres après, mais c'est peut-être ce match-là et c'est le match de jeudi soir, hein. C'est le Thursday Night Football. Donc ça va être très sympa de regarder ce match-là. Pour les Colts, eux, ils vont recevoir les 49ers. On verra avec quel quarterback. Ça sera lundi soir, pour le coup, le Monday Night Football. Justement, les 49ers, parlons-en parce qu'ils étaient retour de bye week, de semaine de repos. Ils ont repris le rythme, ils ont battu les Titans 37-24. C'était l'anniversaire de Kyle Shanahan et il peut remercier Brock Purdy sur ce match-là, qui a été très bon, près de 300 yards lancés et 3 touchdowns à la clé. San Francisco a scoré sur les 5 premiers drives. Ils n'ont jamais punté dans cette rencontre. Il y a toutes ces blessures en défense, mais c'est vrai que cette attaque, elle marche bien. Est-ce que désormais, avec les blessures défensive et une attaque qui marche à plein régime, on peut dire que ça sera, si les 49ers veulent faire quelque chose cette saison, ce sera grâce à l'attaque? Oui, 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 je te rejoins. Pour moi, leur chance, leur espoir de victoire finale, elle repose sur l'attaque clairement. Ils ont, en gros point fort, je trouve, ils ont cette capacité à vraiment contrôler le tempo d'un match et maîtriser le chrono. Là, il y a 38 minutes de possession et ils ont cette capacité à faire, c'est l'équipe dans la ligue qui fait les drives les plus longs en termes de chrono, de nombre d'actions, parce qu'ils arrivent à avoir du jeu au sol qui gagne beaucoup de yards sur plusieurs downs, etc. Et je trouve que ça, c'est une vraie force. Ça leur permet de contrôler un peu le rythme d'un match et ils le font très bien. Et il y a beaucoup d'armes en attaque. Jawan Jennings est bien revenu de sa blessure. Brock Purdy, tu l'as dit, a été excellent. McCaffrey tient toujours malgré ses 150 ballons par match. Donc là-dessus, moi je trouve que effectivement ils ont une attaque qui sans bruit est vraiment une des meilleures de la ligue. Sans faire trop de bruit, on en parle moins que certaines années de cette attaque des 49ers, mais pour moi elle est capable de mettre en difficulté vraiment toutes les défenses de la ligue. Donc là-dessus je te rejoins et il faudra l'attaque parce que la défense, bon, je reste très très sceptique sur la défense.
Ouais, c'est vrai que cette attaque, elle a commencé la saison presque en mode diesel. Il y a eu beaucoup de blessures. George Kittle, on sait, Hmm. est rentré et sorti. Mais c'est vrai elle redevient impressionnante. Ils sont à 9 sur 15 sur troisième tentative. C'est plutôt pas mal. Et je suis d'accord avec toi. Par contre, cette défense, elle doit progresser. Il y a des interceptions qui sont droppées sur ce match-là, qui doivent terminer en turnover pour les 49ers. Il y a des couvertures qui sont complètement oubliées. Il y a beaucoup de points encaissés. Il n'y a pas un sac sur Cam Ward dans ce Ouais. match-là, alors qu'il a été saqué 49 fois. Il a été saqué 49 fois cette saison, je crois. C'est l'une des pires équipes de la ligue sur ce point-là. Donc c'est vrai que c'est à progresser, mais on va dire que l'attaque peut les laisser dans le match, dans tous les matchs quasiment. Tu l'as dit, je pense elle peut mettre en difficulté toutes les défenses. Donc c'est à voir. De l'autre côté, les Titans, ils s'étaient imposés la semaine dernière. Pour information, déjà, les Titans, ça fait depuis novembre 2022 qu'ils n'ont plus gagné deux matchs consécutifs, hein. Ça commence à remonter. On le sait, ils ont eu des saisons compliquées, mais j'étais surpris de voir novembre 2022 quand même. Je pensais à la saison Ouais, 2023, ça... mais c'est vrai que ils n'ont plus gagné de deux matchs consécutifs depuis novembre 2022. Il y a encore plus de 100 yards au sol pour Tony Pollard, 136. Il est à 6,8 yards par course. Est-ce qu'ils n'ont pas découvert quelque chose depuis deux matchs? On sait c'est ce qui leur avait permis de s'imposer la semaine dernière. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose là un peu avec cette ligne offensive, avec ce jeu au sol, ou c'est trop tard et c'est un peu insignifiant? Non, je pense pas que ce soit trop tard pour l'équipe, parce qu'il va falloir qu'il y ait un nouveau coach ou pas l'an prochain. Je les vois pas tellement garder Mike McCoy, mais donc probablement un nouveau coach, mais il faudra bien repartir sur quelque chose. Et Pollard, mis dans ces conditions-là, a l'air de pouvoir un peu suppléer Cam Ward, ce qui avait vraiment pas été le cas en début de saison. Donc ils ont trouvé quelque chose. Cam Ward enchaîne un nouveau match avec deux touchdowns. On voit de plus en plus le tight end Gunnar Helm intéressant à la réception. Écoute, mine de rien, depuis 2, 3 semaines, ça progresse en attaque. Alors c'est encore loin d'être suffisant et c'est trop tard de toute manière, factuellement. Mais je trouve que la fin de saison est peut-être un poil plus encourageante que les 2 premiers mois et demi. Ouais, et puis avec ce jeu au sol qui marche bien, il y a la play action qui marche bien aussi pour Cam Forcément. Ward, qui a un peu plus de latitude. Alors sur ce match-là, il n'est pas parfait, hein, je l'ai dit, il y a deux interceptions au moins qui doivent être validées par les 49ers qui sont droppées. Mais c'est son meilleur rating, hein, c'est sa meilleure évaluation de la saison, 101,2. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à trouver. Et juste pour terminer, Jeffrey Simmons, le defensive tackle, a capté un touchdown. C'est le troisième de sa carrière déjà, il faut le signaler. Touchdown offensif, hein, bien entendu, il a capté une réception de touchdown. Et dans ce match-là, il fait un sac, un fumble forcé et un touchdown. Il n'y a que trois joueurs avant lui qui l'avaient fait. Alors, je t'en donne un. Il y en a un en 1982, Barry Cross. Je ne sais pas si tu l'aurais eu, mais je t'en donne un. Il y a quatre joueurs pardon, avant lui. Je t'en donne un. Est-ce que tu es capable d'en trouver un des trois autres? Attends, t'as dit sack, fumble forcé et Et touchdown? touchdown à la réception, hein. Eh ben, je verrais bien aller JJ Watt. Deux fois. JJ Watt, il l'a fait deux fois, ce JJ Watt. qui est improbable. Et il y Mike en a deux Vrabel autres. peut-être? Mike Vrabel, 2007. Ouais, je me souviens de Vrabel qui a rattrapé quelques touchdowns par-ci par-là. Mike Vrabel, Watt, et après, je sais pas, je saurais pas te dire. Jared Allen en 2017. J'aurais d'aller, ok. Pas mal, pas mal. Tu fais un 2 sur 3. Je ne sais pas si tu aurais eu Barry Cross en 82, mais je te le donne aussi. Je crois pas, non. C'est cadeau. Mais voilà, Jeffrey Simmons qui est un des seuls joueurs à faire une bonne saison, on va dire, et qui en plus désormais contribue offensivement. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Les Titans recevront les Chiefs, donc sans Patrick Mahomes la semaine prochaine. Les 49ers, je l'ai dit, iront à Indianapolis pour affronter les Colts lors du Monday Night Football. Après les Buccaneers, New Orleans vient d'accrocher un nouvel adversaire de division à son tableau de chasse, Carolina. Les Saints ont en effet battu les Panthers grâce à un coup de pied de 47 yards à la dernière seconde. C'est donc un deuxième succès consécutif pour les hommes de Kellen Moore. Et c'est un nouveau coup d'arrêt pour les Panthers qui continuent d'enchaîner victoire-défaite, victoire-défaite. Ils alternent comme ça depuis 8 matchs. On l'a dit la semaine dernière, les Saints n'ont pas lâché leur entraîneur, Raph, et ils prouvent encore une fois qu'ils vont être embêtants en cette fin de saison, à minima, surtout pour des équipes qui jouent quelque chose encore. Oui, on a une équipe qui a vraiment progressé, que ce soit en attaque ou en défense, et c'est peut-être d'ailleurs même par rapport au début de saison, c'est peut-être même en attaque que ça se voit le plus là depuis 2 semaines. On a un Tyler Swift qui est le quarterback rookie qui est vraiment bon, je trouve, sur ce match. Alors, peut-être pas en continu, mais en tout cas sur les fins de match là depuis 2 semaines, il est vraiment extrêmement précis et il est bon dans ses lectures, il est bon dans sa mécanique de jeu. Et c'est clairement positif pour cette équipe des Saints. Chris Olave revient bien aussi finalement. Donc c'est assez positif ce que montre cette équipe des Saints depuis quelques semaines et effectivement ça laisse présager des choses intéressantes pour l'an prochain.
Tu l'as dit, Tyler Shough, il est plutôt bon, notamment en fin de match, hein, sur les 5 dernières minutes. Il a deux drives qui l'amènent son équipe à des points, 10 points, un touchdown, notamment vers Chris Olave, tu l'as dit, qui est très bon hein, sur un slant. Il est très bien lu et surtout très bien envoyé. Et puis un drive qui permet de mettre son kicker en place pour gagner le match. Et puis il est bon aussi contre le blitz. Face au blitz sur ce match-là, il est à 10 sur 11, 110 yards, un touchdown. Il est de plus en plus confortable dans sa poche. Ça, c'est une certitude. Donc c'est vrai que c'est plutôt bon signe. Et justement, je parlais de deux adversaires de division battus, les Buccaneers la semaine dernière, les Panthers cette semaine. Est-ce que ça donne confiance pour la suite, pour la saison prochaine, de se dire que, ok, on part peut-être d'un peu loin, mais finalement, ces deux équipes-là qui se battent pour la division, qui sont en tête de notre division, sont finalement pas si inaccessibles que cela. Et peut-être qu'on peut prendre cette confiance-là, de se dire qu'on les a battus en fin de saison quand ils jouaient quelque chose pour l'amener à la saison d'après, où c'est trop loin, il va se passer encore beaucoup de choses. Non, non, je crois que tu as raison. Kellen Moore peut bâtir dessus pour l'intersaison. Ils sont, comme tu dis, ils battent des adversaires de division qui ont vraiment quelque chose à jouer, qui ont un enjeu extrêmement important. Et c'est pas une fin de saison où tu prends un match contre le meilleur de la division parce qu'il est au repos, parce qu'il sait qu'il va faire la bye week en playoff et que, enfin bon, bref, là, tu bats quand même les titulaires en face. Pour une équipe qui semblait larguée en début de saison, finalement, elle l'est pas tant que ça. Et tu te dis que tu es à une intersaison bien géré avec une bonne draft, avec des joueurs un peu plus sûrs de leur niveau, etc., de pouvoir vraiment les embêter l'an prochain. Donc, ça me semble quand même assez prometteur pour Kellen Moore. Ouais. Pour les Panthers, il y a une équipe un petit peu immature hein, sur ce match-là. Il y a 11 pénalités, 103 yards de perdus par des pénalités. Il y a un necessary roughness sur la dernière action qui fait perdre 15 yards et qui permet de mettre le kicker des Saints en bonne position. C'est vrai qu'il y a une occasion un petit peu de manquer. Les Buccaneers avaient perdu la jeudi. Ils pouvaient prendre un match d'avance sur cette équipe dans cette NFC Sud et ils loupent cette occasion. C'est un peu dommage pour cette équipe des Panthers, non? Oui, c'est un peu dommage. Ça ressemble complètement à une occasion manquée, comme tu l'as dit, avec la défaite des Buccaneers face à là, du coup, tu joues un adversaire qui est normalement largement à ta portée, en tout cas, qui était censé l'être par rapport au bilan que tu avais fait. Ça prouve encore une fois qu'on n'y est pas encore du côté de ces Panthers. Cette irrégularité continue. C'est pas toujours les semaines d'avant, on avait parfois un très bon Bryce Young. Là, c'était franchement moyen sans plus. Enfin, les stats sont pas mauvaises, mais il a jamais semblé pouvoir porter vraiment cette attaque et la faire avancer de manière continue. Donc ouais, je sais pas. C'est j'ai j'ai vraiment du mal à juger et analyser cette équipe des Panthers parce que d'un match à l'autre, je trouve il y a tellement de choses, d'éléments différents en dehors de leur irrégularité que je sais pas vraiment te dire par où le bas blesse en fait. En tout cas, on va savoir rapidement parce qu'ils affrontent les Buccaneers la semaine prochaine, dans la semaine qui arrive. On l'a dit tout à l'heure, Seahawks-Rams, c'est peut-être le match qui va décider de la NFC West. Bien, ce match-là, c'est peut-être celui qui va décider de la NFC Sud. Les deux équipes sont à 7-7, donc ça va être un match qui va être très important. Les Saints, eux, recevront les Jets. Les Vikings enchaînent enfin une deuxième victoire consécutive après leur succès face aux Commanders la semaine dernière. Les hommes de Kevin O'Connell ont cette fois-ci disposé des Cowboys lors du Sunday Night Football avec une victoire 34-26. Minnesota s'est détaché en deuxième période grâce notamment à un JJ McCarthy très propre et une défense qui a maintenu les Cowboys à 2 sur 5 dans la zone rouge notamment. Tu l'avais évoqué la semaine dernière, Raph, mais quand on voit les Vikings jouer comme ça, c'est là qu'on comprend la vision des dirigeants. On les a beaucoup critiqués, mais c'est là qu'on voit pourquoi ils ont fait ces choix-là. Et on se dit, bah, c'est dommage que ça n'a pas été comme ça toute la saison. Oui, c'est ça, effectivement, c'était sans aucun doute ce qu'ils avaient espéré pour la semaine 1. Alors, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps à arriver. T'as une attaque qui est clairement meilleure depuis 2 semaines, un JJ McCarthy qui est un peu plus serein dans ce qu'il fait, un peu plus de screen pass, il hésite aussi, je trouve, moins à lancer des ballons, on va dire en 50-50, où il laisse un peu son receveur faire la différence et peut-être qu'il réfléchit un peu moins. On va dire, il joue peut-être de manière un peu plus instinctive, ce qui l'aide peut-être finalement à pas suranalyser ce qui se passe. Il a en plus de surcroît une mobilité pas inintéressante qui lui permet de sortir de la poche et d'aller obtenir des jeux. Donc, c'était effectivement ce qui semblait être la vision des Vikings. Maintenant, faut prouver que cette vision, elle reste. Tu peux l'imposer, on va dire ça comme ça, de manière régulière, mais c'est vrai que c'est mieux.
Il fait 15 sur 24, 250 yards, 2 touchdowns, une interception. Il lance aussi pas mal en profondeur vers Hmm. Jordan Addison, Jalen Naylor. J'ai l'impression qu'il nous a fait un peu du Dak Prescott sur ce match-là. Tu l'as dit, avec ses ballons 50-50, faire confiance à ses receveurs. Et JJ McCarthy, on l'a beaucoup critiqué, mais en tant que titulaire, il est à 4 sur 4. Il a 4 victoires, 4 défaites, pardon. Il est à 4-4 donc en tant que titulaire, donc c'est pas non plus catastrophique. Il peut être à surveiller, il n'y a toujours pas de connexion avec Justin Jefferson quand même. Il lui a Hmm. envoyé 8 ballons. Justin Jefferson n'en a attrapé que 2. Il y a une partie, c'est la faute du quarterback. Une partie, c'est Justin Jefferson qui drop un ou deux ballons notamment. Ça fait que 22 yards sur ce match-là. Il est que à 2 touchdowns cette saison, Justin Jefferson. Donc c'est peut-être l'axe de progression quand même pour ces Vikings. De l'autre côté, l'attaque des Cowboys, qui est l'attaque la plus prolifique dans les airs cette saison, elle a un peu galéré. 2 sur 12 sur troisième tentative. On a un Brandon Aubrey, le kicker, qui a manqué 2 field goals dans ce match-là. Lui qui n'en avait manqué que 2 dans toute la saison. Donc on est tombé sur le mauvais match du kicker, on va pas lui tomber dessus parce qu'il fait une très bonne saison. Mais c'est vrai que cette attaque-là, elle a eu du mal face à une défense qui, on le dit, rend la partie compliquée à quasiment toutes les attaques de NFL. Oui, c'est ça. Et c'est quand même une défense qui a réussi à bien, je trouve, mettre la pression en plus sur Dak Prescott. Il y a que 2 sacs, mais il y a quand même 11 quarterback hits. Donc il y a vraiment un Dak Prescott qui a été sous pression et qui n'a pas pu toujours lancer dans de bonnes conditions comme il a pu le faire sur d'autres semaines. Donc c'est une défense compliquée à manœuvrer, on le sait, et ça s'est encore prouvé cette semaine. Et clairement, depuis le début de la saison, quand Dallas gagnait, c'est que son attaque marquait beaucoup de points et parvenait à prendre la mesure de la défense adverse. À partir du moment où il n'y arrive pas, c'est pas une grande surprise de les voir perdre défensivement le match aussi, quoi. Pour faire donner quelques informations, les Vikings sont officiellement éliminés de la course au playoff. Ils l'étaient avant le match, hein, avec les résultats qu'il y a eu le dimanche. On le rappelle, c'était le Sunday Night Football. Les Cowboys, eux, ont encore l'espoir d'aller en playoff. Ils ont, selon les probabilités, 1% de chance d'aller en playoff. Il faudrait qu'ils fassent un 3-0 et que les Eagles, de leur côté, perdent leurs 3 prochains matchs. Autant dire que ça semble quand même compliqué. Mm. Les Cowboys recevront les Chargers la semaine prochaine. Les Vikings iront à New York pour affronter les Giants. Justement, les Giants, parlons-en. Et parlons aussi des Commanders, parce que pour la première fois depuis le 5 octobre, les Commanders ont retrouvé la victoire. C'est un succès donc face à New York qui permet de stopper l'hémorragie, hein, 8 défaites consécutives avant ce match-là. Washington a fait la différence juste avant la mi-temps, avec un retour de punt qui s'est terminé en touchdown et une interception qui a permis un field goal à la dernière seconde du deuxième quart-temps. Les Commanders se sont envolés à ce moment-là, ils n'ont jamais tremblé, hein, même s'il y a eu un drive pour égaliser des Giants en fin de match. Mais voilà, je l'ai dit, au moins les Commanders, ils stoppent l'hémorragie avec cette victoire 29 à 21. Ils n'ont plus grand-chose à jouer dans cette saison, mais il fallait au moins battre les Giants, ne pas terminer la saison de manière catastrophique avec une grosse série de défaites. Oui, c'est sûr, fallait enfin regagner un match. C'était un peu mieux en défense cette semaine que ça l'a été les dernières semaines. Bon, je suis pas, il y a pas de, comment dire, il y avait pas d'enjeu outre celui de finir un peu mieux la saison et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'analyse avec une équipe de Washington qui a encore beaucoup de blessés en attaque notamment. C'était à nouveau Marcus Mariota aux commandes et d'ailleurs ça sera Marcus Mariota jusqu'à la fin de saison maintenant. Ils, ils ont joué correctement face à une équipe en face qui a des gros problèmes défensifs et qui va devoir trouver quelque chose parce que c'est pas normal avec le talent en théorie qu'il y a dans cette défense. Mais oui, c'est un peu mieux après. La saison étant ratée du côté de Washington, de toute manière, c'est bien, mais bon, je suis pas sûr qu'ils en tirent de grandes conclusions. Dans les petits points positifs, il y a Ja'Cory Cross qui mérite le rookie qui a été plutôt bon. Hmm, Il avait été encensé en tout début de saison. Ça a été un peu c'est vrai. compliqué son début de saison. Et puis là, il revient bien sur ce match-là. 18 courses, 96 yards, un touchdown. Il y a Terry McLaurin aussi qui fait un très bon match. 69 yards, un touchdown. Lui aussi, on le sait qu'il a une saison un peu compliquée entre sa prolongation, ses blessures. Donc c'est on va dire les bons points de ce match-là. Il y a Von Miller aussi de l'autre côté qui vient d'atteindre la barre des 136 sacs et demi. Elle est importante parce que ça lui permet de devenir le 12e meilleur saqueur de l'histoire de la NFL. Il dépasse Jared Allen, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est voilà, un petit mot sur Von Miller. Côté Giants, moi ce qui m'inquiète, au-delà de ce match-là, on l'a dit, c'est compliqué, ils sont à 2 défaites, 2 victoires, 12 défaites, mais c'est que Jackson Dart, il est encore une fois sorti pour protocole commotion, alors il est revenu, mais c'était sur un jeu où c'est un appel de course pour lui. J'ai du mal à le voir se protéger, il sort souvent sur protocole commotion, il est très jeune, il ne faudrait pas que ça devienne dans un style différent, mais un Tua Tagovailoa, faudrait pas le cramer aussi rapidement, Jackson Dart. Non, c'est clair, c'est clair. Il faut le protéger un peu plus.
Je vois pas bien l'intérêt quand tu es à 2 victoires, 12 défaites dans la saison d'appeler 9 courses pour ton quarterback rookie. Franchement, est-ce qu'on peut pas faire autre chose qu'appeler 9 courses pour Jackson Dart? Si les Giants étaient dans un match pour se qualifier en playoff et que tu veux vraiment jouer sur sa mobilité, je te dirais, OK, il y a un enjeu, c'est le taf, ça fait partie du boulot. Là, à ce moment-là de la saison, alors tu sais qu'en plus ça a été un problème toute l'année et qu'il faut qu'il apprenne à mieux courir et à mieux se protéger. Pourquoi t'appelles 9 jeux à ce moment-là? Enfin, 9 courses, je comprends pas. Donc, alors elles sont pas toutes appelées. Il y a des fois c'est lui qui sort de la poche. Il y a des scrambles, on est d'accord, mais il court trop et t'as raison, c'est une inquiétude. Pour moi, c'est un des axes prioritaires de travail de l'intersaison de New York, c'est lui apprendre à sortir de la poche correctement. Enfin, Oui, ou lancer le ballon et ne pas sortir de la poche, parce que oui, tu l'as dit, c'est vrai que on sait qu'il est capable de le faire. On l'a vu désormais, il a ces qualités physiques-là, il est capable de le faire. Essayons maintenant de le faire progresser dans la poche. C'est pas un quarterback parfait, donc essayons de trouver des solutions dans la poche, quitte à perdre les matchs. De toute façon, l'idée c'est presque aussi d'avoir un haut choix de draft l'année prochaine. Donc gagner les matchs, c'est peut-être pas la priorité, en tout cas pour les dirigeants, peut-être pas pour les entraîneurs et les joueurs, mais pour les dirigeants. Donc c'est vrai que c'est un peu, ça pose question, les Giants qui affrontent les Vikings la semaine prochaine. Donc là aussi, il faudra peut-être essayer de le protéger un peu parce que quand Brian Flores il va envoyer la maison entière en blitz, Hmm. ça va être sympa quand Jackson Dart il va se jeter la tête en avant sur les blitz de Brian Flores. Bon, à voir les Commanders. Les Commanders affrontent les Eagles. Ça sera un des matchs de samedi. Et on va terminer justement avec les Eagles. On termine ce podcast avec ces 24 équipes, on en a parlé. C'est le dernier match et c'est un peu le rituel hebdomadaire. Chaque semaine, il y a une ou deux équipes qui terminent Fanny. Eh bien, cette semaine, l'une d'entre elles est à retrouver à Vegas. Il y a eu les Bengals tout à l'heure, mais il y a aussi les Raiders qui ont perdu 31-0 et qui ont redonné le plein de confiance aux champions en titre, hein, qui restaient sur trois défaites consécutives. Les Eagles ont eu une défense solide, les playmakers en attaque ont été bons. Ça donne une victoire à sens unique. Est-ce qu'il y a un enseignement à tirer d'un match comme celui-ci pour les Eagles ou pas du tout? Alors, peut-être pas d'enseignement, j'ai envie de dire, sur le terme résultat, parce que c'était attendu. On reviendra après sur les Raiders, c'était attendu, mais disons sur la manière en attaque, j'ai trouvé on a revu beaucoup plus de jeux en RPO, en run pass option avec Jalen Hurts, un peu plus de bootleg aussi, de jeux où Hurts se décale rapidement hors de la poche pour lancer un peu plus en mouvement. Et ça a eu l'air d'avoir un peu de succès. Alors, ça a eu du succès face à on sait qui. C'est pas dit que ça marchera toutes les semaines, mais je trouve qu'on est peut-être revenu sur un style d'attaque un peu plus proche des dernières bonnes saisons offensives des Eagles par rapport au début de saison. Voilà. Mais est-ce que c'est juste un épiphénomène? Est-ce que c'est une tendance? On verra. Mais voilà, peut-être là-dessus. Ouais, et côté Raiders, parce que c'est vrai que ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Côté Raiders, c'est une humiliation chaque semaine, un petit peu plus, j'ai Ouais. l'impression. Cette fois-ci, ils marquent aucun point. 31-0, je ne sais pas quoi dire de plus. Non, sincèrement, c'est catastrophique. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe aussi mauvaise. Sincèrement, je trouve qu'en termes de contenu, c'est extrêmement mauvais ce que proposent les Riders. Il y a quand même rien. Donc je suis assez, je sais pas quelle décision ils vont prendre à l'intersaison, mais ouais, c'est vraiment très très mauvais, je trouve. Juste pour donner quelques informations, parce qu'on va regarder ça aussi, le premier choix de la draft l'année prochaine. Pour l'instant, il se joue entre les Raiders, les Titans et les Giants. Les trois équipes sont à deux victoires seulement et 12 défaites. Pour l'instant, les Giants, au bénéfice du tiebreaker inversé, j'ai envie de dire, sont derniers de la ligue. Donc à voir, il y a aussi juste au-dessus les Cardinals, les Browns et les Jets qui sont qu'à trois victoires. Donc ça Et peut, pardon, si je dis pas de bêtises, il y a un Giants Riders d'ici la fin de saison, hein. en tout Si je cas, dis pas de bêtises. ça peut être le match que personne ne voudra gagner. C'est dans 2 semaines. Je confirme, les Giants jouent les Vikings et les Raiders, Ah euh, bah sera voilà. dans 2 semaines, le 28 décembre. Donc c'est vrai que ce match-là, littéralement, personne ne voudra le gagner. Ouais, ça va être sympa. À regarder les Titans aussi. Les Raiders, eux, recevront les Texans la semaine prochaine. Les Eagles, je l'ai dit, joueront face aux Commanders. Ça sera un match à domicile, ça sera samedi. Et ça sera l'occasion pour eux peut-être de valider le titre de cette NFC Est. Je les points cardinaux dans ma tête. NFC Est à valider. Voilà. C'est ainsi que se termine l'épisode 957 de ce podcast Touchdown Actu. Il y a eu beaucoup d'équipes. Merci, Raph, d'avoir été avec nous. Avec plaisir, Lucas.
Et puis, je vous l'ai dit, hein, il y a une semaine un peu particulière. Alors, il y aura Noël la semaine prochaine avec des matchs, vous le savez, en plein milieu de la semaine, et puis le jour de Noël aussi. Mais déjà, dès cette semaine, match un peu particulier. Il y a un gros match jeudi, il y a aussi des matchs samedi. Donc, à surveiller. De toute façon, vous avez demain votre épisode hebdomadaire des previews avec Victor et Raoul qui vont vous récapituler un petit peu tout ça. Et puis, vous avez tout le reste des podcasts cette semaine. Vous avez les réseaux sociaux aussi pour nous suivre sur YouTube aussi, si vous voulez le podcast un petit peu plus tôt. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Non, je crois que Raph, tu prends des vacances. Toi, tu seras pas là la Eh semaine ouais. prochaine. Eh ouais, moi je prends des vacances, effectivement. J'abandonne le navire. Tu vas garder un œil quand même sur la NFL. Ça, je l'ai dit, on est sur le sprint final là. Je vais faire de mon mieux avec le Game Pass sur le téléphone, je sens. C'est beau, ça, c'est la dévotion, le dévouement, c'est beau, C'est c'est beau. ça. Sachez en tout cas que la semaine prochaine sera un peu particulière, mais il y aura des podcasts, hein. Vous en avez l'habitude chaque année, hein, même malgré Noël. Alors, on n'est pas tous comme Raphaël à prendre des vacances, non, je rigole. On prend des vacances, mais on sera là quand même. Il y aura un podcast débrief, il y aura des affiches, il y aura tout cela. On essaye de vous apporter. La NFL ne s'arrête pas, donc on ne s'arrêtera pas. Et puis, on se dit donc à très vite pour un nouveau podcast. Voilà, on va finir sur ce beau savonnage. Ciao, ciao! Time is it now! Time is it now! Time is it now! Time is it now!